Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs qui sont mis à ma disposition. Madame Wolf donne pouvoir à Monsieur Savard, Monsieur Diazio donne pouvoir à Monsieur Thiebaut, Madame Kirillov donne pouvoir à Monsieur Gérard, Monsieur Massenet donne pouvoir à Madame Berg. Ai-je oublié quelqu'un? Non, il n'y a pas d'autre pouvoir, je vous remercie. On va désigner un ou une secrétaire de séance. René? Allez. René Médecin-G, pas d'opposition. René est donc désigné secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques à faire au sujet du compte-rendu de la séance précédente? Il n'y en a pas. Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de rentrer donc dans l'ordre du jour. Oui, Monsieur Gottini. Merci, Monsieur le maire. Je souhaiterais apporter une information au Conseil municipal. Au lendemain des élections municipales de mars 2014, Monsieur Thiebaut a souhaité contester mon élection auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur Thiebaut par ordonnance, me semble-t-il, du 30 mars. Monsieur Thiebaut a souhaité porter l'affaire auprès du Conseil d'État au travers de sa section du contentieux. Le Conseil d'État vient de rejeter la requête de Monsieur Thiebaut. Je me trouve donc aujourd'hui définitivement installé au sein du Conseil municipal, même si j'avoue ne jamais avoir été très inquiet quant à l'issue de la procédure. Je ne retire de cet événement aucun sentiment particulier, pas de joie, pas de colère. Mais je m'interroge, Monsieur Thiebaut, je m'interroge quant à vos motivations réelles. Je m'interroge, Monsieur Thiebaut, sur le fait que vous complaisiez à contester l'incontestable. Vous imaginez bien, Monsieur Thiebaut, que lors de l'élaboration de notre liste, toutes les assurances avaient été prises, et en particulier quant à mon éligibilité. Et puis si vous me l'aviez demandé, je vous l'aurais dit, je vous aurais répondu, je vous aurais même fourni les pièces le prouvant. Vous avez préféré une procédure de 12 mois que de temps et que d'énergie perdue. Et puis une pointe de déception, Monsieur Thiebaut, parce que là où je voyais peut-être le début du commencement d'un point commun entre nous, tout s'effondre. Vous vous érigez en... Excusez-moi, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, Monsieur Thiebaut, hein, d'accord? En défenseur de la dépense publique, je suis moi très attaché à la bonne utilisation de l'argent du contribuable. Alors j'imagine que le fait de saisir le tribunal administratif a un coût pour le contribuable. J'imagine que le fait de saisir le Conseil d'État a un coût encore supérieur pour le contribuable, d'accord? Surtout après une procédure de 12 mois, et tout cela pour contester l'incontestable. Je suis fidèle à ce que je dis, Monsieur Thiebaut. Il semble bien que vous, de temps en temps, ne soyez plus en accord avec vous-même. Bien, il était utile, non, je vous en prie, il était utile que cette précision soit donnée, puisqu'il était normal que notre conseil municipal soit informé de l'extinction d'une procédure. Je partage, bien entendu, les termes utilisés par Jean-Jacques Gottini à ce propos. Je vous propose donc... Non, je ne sais pas, vous demandez la parole, Monsieur Thiebaut? J'ai demandé pour deux raisons. Premièrement, j'avais été effectivement surpris qu'un conseiller municipal, même adjoint, puisse ni habiter dans la ville ni être électeur. Donc c'était une vérification qu'il fallait faire. Deuxièmement, dans les attendus du Conseil d'État, si vous les avez lus, vous verrez qu'ils n'ont pas répondu à la question. Puisqu'il y avait deux points qui étaient mis en avant. C'était premièrement, est-ce qu'il y avait une déclaration faite auprès de la mairie de Mans? Ils n'en l'ont pas répondu. Et deuxièmement, est-ce qu'il est prouvé que le 1er janvier 2014, vous aviez fait le document disant que vous pouviez être éligible? Là non plus, ils n'ont pas répondu. Et je n'ai pas les documents le prouvant. Bon, de toute
façon, je veux dire, moi, ça m'a pris effectivement 3 fois 10 minutes, 3 courriers, c'est pas très long, donc c'était pas très compliqué. Mais je veux dire, pour moi, il y a effectivement une erreur dans le Conseil d'État. Je suis tout à fait content de ma démarche, puisque effectivement, je considère qu'on n'a pas de réponse. Bien, écoutez, moi je considère pour ma part que tout de même, il y a là manifestation à nouveau d'une incompétence manifeste et chronique, mais ça ne surprendra personne. Et puis par ailleurs, au-delà de ce qui a été dit à l'instant, en réalité, ce qui était contesté, ce qui vous motivait, c'est évidemment la rancœur qui vous anime et qui est votre moteur. Et l'idée que vous puissiez conduire évidemment à la remise en question même de l'expression démocratique. C'est l'élection elle-même que vous contestiez. Et cela, évidemment, je comprends que ça puisse provoquer chez vous quelques vifs regrets. Et bon, pour ma part, évidemment, je n'ai pas non plus et jamais douté de l'issue de la procédure engagée. Je trouve qu'il y avait à la fois pauvreté de la démarche et mesquinerie, l'ensemble au service d'un dessein qui ne l'en dit pas ses auteurs et qui évidemment laisse pantois tous les gens qui sont animés du seul souci et la seule volonté de travailler au service bien compris de notre ville. Bien, par ailleurs et toujours dans le cadre des informations, parce qu'il est normal que le conseil municipal soit informé de cela, parce que évidemment c'est son organisation qui était là posée. Et d'ailleurs, permettez que je redise à ce moment en plus, mon amitié, elle est évidemment évidente, ancienne, profonde, et en même temps une estime et une confiance totale à l'égard de Jean-Jacques Gottigny, bien entendu. Je suis très 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 heureux évidemment de la façon dont les choses sont conduites par lui au niveau de ses fonctions. J'ai par ailleurs j'ai d'ailleurs reçu un courrier de monsieur le sous-préfet à la suite d'une sollicitation qui lui avait été adressée par monsieur Savard contestant les conditions dans lesquelles les choses étaient conduites au sein de notre conseil municipal. Bon. Là non plus, pas trop de commentaires, je vais laisser le soin au sous-préfet d'en faire, c'est le mieux. Par courriel reçu le 9 février 2015, vous me faites part de vos observations sur les conditions de déroulement du conseil municipal de Geuf. D'abord, il convient de préciser que l'article 72 de la Constitution dispose, dans son 3e alinéa, que les collectivités territoriales s'administrent librement, par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. De plus, l'article L. 2121-16 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire a seul la police de l'Assemblée. À ce titre, il ouvre et clôt la séance, appelle les affaires inscrites à l'ordre du jour, donne au conseil des éléments d'information sur les affaires qui lui sont soumises, dirige les débats et constate les résultats des votes des conseillers. Au regard de ces dispositions, il y a une phrase qui résume bien l'ensemble, mais c'est toujours utile d'apprendre. Au regard de ces dispositions, il n'appartient pas au service de l'État, bien heureusement, d'exercer un contrôle sur la tenue de l'Assemblée délibérante. Si vous estimez que les effets sont susceptibles de créer un préjudice, il vous est loisible de saisir la juridiction compétente, etc., etc. Voilà, nouvelle administration par la preuve de la volonté toujours non pas de travailler, de se mettre à disposition et de mobiliser de l'énergie positive en faveur de notre ville, mais toujours d'essayer de trouver à en être gêné. Je vous propose donc de rentrer maintenant dans l'ordre du jour du conseil municipal. Oui, c'est René Médecinger. Donc dans l'ordre du jour du conseil municipal, avec ce premier point à l'ordre du jour, est-ce que ça a à voir avec l'ordre du jour? Avec ce qui vient d'être dit, oui. Non, ce qui vient d'être dit, c'est une information, j'ai lu la lettre du sous-préfet. On ne va pas commenter et débattre de la lettre du sous-préfet. Non, ce que je commente, c'est le fait que le maire de Geuf se soit permis de ne pas nous autoriser à lire les questions orales. Bien. C'est parfaitement illégal. D'accord. Manifestement, vous avez reçu, j'ai reçu moi une copie de la lettre du sous-préfet. Vous en avez reçu un document original.
qui est signé par le sous-préfet. Je n'ai pas le sentiment qu'il faille commenter plus avant la lettre de monsieur le sous-préfet. Donc, je vais continuer l'ordre du jour, et je vous demande de respecter l'ordre du jour. Je savez bien je n'ai pas ouvert une question, j'ai donné une information. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Faites le distinguo. Même si vous avez du mal à le faire, je vous rappellerai à chaque fois que nécessaire, évidemment, les règles qui régissent cette assemblée. Bien, nous sommes dans la mise en œuvre de l'ordre du jour, et donc, j'ouvre le premier point de cet ordre du jour, portant sur le débat d'orientation budgétaire de notre séance. Alors, je vais vous donner rapidement les quelques indications qui structurent le débat d'orientation budgétaire. La directrice générale vous donnera ensuite succinctement, parce que vous avez reçu les documents qui accompagnent bien entendu cette séance du conseil municipal. Madame Beauvais reviendra sur quelques éléments chiffrés essentiels évidemment de notre orientation budgétaire. Alors, cette orientation, elle peut se réfléchir sur des points extrêmement précis, complémentaires, et qui tous ont déjà largement été présentés et commentés au sein de notre Assemblée. Puisque nous savons l'exercice dans lequel nous nous sommes trouvés depuis longtemps, à savoir la volonté qui nous animait d'écarter l'effet ciseau que nous avons tous à l'esprit, c'est-à-dire, évidemment, ce resserrement entre les dépenses et la raréfaction ancienne des recettes, ce qui provoquait cet effet ciseau. Nous nous souvenons aussi que sur le dernier exercice en particulier, nous avions constaté le desserrement de cet effet, en raison, bien entendu, de la gestion des affaires municipales, ce qui nous avait permis d'obtenir, bien entendu, des résultats tout à fait intéressants. Vous le savez, puisque je l'ai dénoncé déjà à plusieurs reprises avec force. Je ne suis pas le seul à le faire, puisque globalement, ce sont tous les maires de France et de Navarre qui l'expliquent sur tous les tons et de toutes les manières possibles. L'État a décidé de ponctionner extrêmement sévèrement l'ensemble des collectivités territoriales, qu'elles soient locales, départementales, régionales. Ça va même jusqu'à la ponction d'établissements publics, puisque je pense en particulier aux agences de l'eau, qui sont financées par, évidemment, tous les citoyens, qui reçoivent une facture d'eau. Et où que l'on soit, on paye, évidemment, une taxe qui vient financer les agences de l'eau. Les agences de l'eau ont été ponctionnées par l'État et vont l'être sur plusieurs années. Et évidemment, alors même que ceux qui prennent cette décision-là aujourd'hui étaient ceux qui critiquaient vertement l'exercice auquel s'était livrée la majorité précédente. Sur la ponction des collectivités territoriales, on le sait, 27 milliards, on sait que c'est le bloc communal qui va être le plus fortement sollicité. Il ne le sera pas seul, mais il va être le plus fortement sollicité. On sait qu'en réalité, les collectivités locales n'ont aucune part dans ce qu'il est convenu de parler de la dette publique, puisque il ne s'agit pas de dette dans les collectivités locales. Les budgets s'adoptent de manière équilibrée. Il s'agit d'investissements et évidemment d'emprunts, qui sont eux-mêmes obligatoirement participants, évidemment, à l'équilibre global du budget. Ce qui n'est pas le cas de l'État, puisque l'État, je le rappelle aussi, a faculté à utiliser la planche à billets et à adopter des budgets en déséquilibre. Cette ponction est extrêmement sévère.
Encore une fois, c'est le bloc communal qui est le contributeur principal. Je rappelle aussi que le bloc communal à lui seul, même par rapport aux autres collectivités territoriales, représente quelque chose comme 62% de la commande publique. Alors que, globalement, on est sur une hauteur à peu près de 82% de la commande publique globalement. C'est ce bloc qui n'assume pas de responsabilité dans les situations que nous connaissons, qui est le plus fortement impliqué dans des décisions qui s'imposent avec violence à lui. Je ne cesse de dire et de rappeler, je l'ai fait à plusieurs reprises ici, qu'il ne s'agit pas d'une bonne volonté de la part de l'État de verser la dotation globale de fonctionnement, puisque la dotation globale de fonctionnement n'est rien d'autre qu'une compensation versée par l'État qui vient remplacer un ancien impôt levé par les collectivités locales. Lorsque je dis cela, je dis tout simplement que, évidemment, c'est toute la gestion de toutes les collectivités locales qui se trouve sévèrement impactée. Nous l'avons chiffré au niveau de notre budget 2015. Nous évaluons, et les services ont évalué à 128 000 euros le manque à gagner pour l'exercice 2015. Lorsque nous savons que les autres collectivités, conseil régional, sont eux-mêmes très fortement impactés, plus de 12 millions d'euros par an pour le conseil général, on sait aussi que ceux-ci sont contraints de réduire les modes d'accompagnement qu'ils avaient conçus à l'égard des collectivités locales. Et donc, on est dans cette nasse qui, d'un côté, voit l'État ponctionner gravement, parce que le chiffre avancé ne vaut que pour l'exercice 2015, et qu'en même temps, les aides sur lesquelles nous avions l'habitude de nous appuyer se réduisent aussi. Et donc, il y a, face à ce double phénomène, des conséquences, un corollaire direct. Sur Jeuf, cela évidemment doit conduire pour les 3 prochaines années à avoir une gestion qui ne soit pas simplement des plus rigoureuses, mais qui vise à réduire conséquemment, bien entendu, les coûts de fonctionnement, que ce soit évidemment de l'appareil municipal, ou voire même, il faut l'avoir à l'esprit, notre capacité d'investissement. Au plan du niveau d'emprunt que nous avions conçu comme étant une matrice acceptable, et bien entendu au niveau de notre propre capacité d'autofinancement. Cela ne nous amène pas, et cela ne m'amènera pas à réduire définitivement et à ramener évidemment à néant notre effort d'investissement qui reste notre priorité. Nous avons à l'esprit les travaux qui sont en cours. Je me réjouis que tous se soient engagés conformément à ce que nous avions dit et conformément à nos engagements. Je pense évidemment aux meubles, anciens meubles Action. Il suffit de passer par l'arrière pour voir qu'en réalité tout est déjà démoli. Je pense que demain, ou au pire après-demain, la façade avant va tomber. Je pense à BNE sur le bas de Franchepré, je pense au glacier de Haropré qui a terminé sa première phase, je pense évidemment à l'action engagée en lien avec l'hôpital de Genibois sur la construction de l'EHPAD en haut de la butte de Ravenne. Ces chantiers vont se poursuivre, se renforcer. Cette année devrait voir les travaux de retrait des voies ferrées sur l'ancien site d'Europipe, qui est le site évidemment de l'écoquartier, et s'en suivra immédiatement dans la foulée des travaux, les premiers travaux de dépollution. Dans ce cadre, dans certaines villes, même si les villes font effort pour réduire leurs dépenses, même si les villes font effort pour
maîtriser leurs dépenses d'investissement, elles sont aussi amenées à augmenter l'impôt. Ce n'est pas notre cas, c'est l'engagement qui avait été pris, que je confirme. Je vous propose, nous sommes dans le DOB 2015, je vous propose de ne pas envisager l'augmentation de la pression fiscale. La décision que nous avions prise, qui était tout à fait courageuse, que je salue à nouveau et dont je me réjouis, qui, en supprimant l'abattement général à la base, si nous n'avions pas baissé les taux, aurait conduit évidemment à une augmentation de nos recettes. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons réduit les taux. Et dans la plupart des villes de France et de Navarre, vous verrez que s'il y a des facultés comme ça qui leur sont offertes, il n'y aura pas baisse des taux. Et dans certains endroits et dans certains cas, il y aura augmentation de ces mêmes taux. Ici, nous n'avons pas mis à profit cette décision pour avancer une opération d'augmentation qui n'aurait pas voulu dire son nom. Nous avons baissé les taux. C'est un événement tout à fait considérable qu'il convenait de souligner. Voilà, en quelques mots, mesdames et messieurs, les propos que je voulais vous tenir pour introduire le débat d'orientation budgétaire. Madame la directrice générale, maintenant, va nous présenter succinctement les quelques éléments, sans revenir sur l'ensemble, parce qu'ils ont été mis à votre disposition. Oui. Parler du gouvernement, forcément je vais intervenir. Juste une petite introduction aussi également de ma part, si vous permettez. Donc la réduction de ces dotations qui atteindra 27 milliards d'euros au total, d'après votre rapport, entre 2015 et 2017, faisait en effet craindre une chute drastique de l'investissement local avec des économies dans certains territoires. Je veux juste rappeler que l'Assemblée nationale a finalement adopté, en plus de ces diminutions, un amendement prévoyant une aide de 423 millions d'euros aux investissements des collectivités liés à la transition énergétique aux communes urbaines et rurales les plus pauvres. Ces aides seront financées par la réaffectation des recettes de l'État. Les députés auront aussi voté, avec l'accord de Christian Ecker, un amendement de François Pupponi, qui est un député maire PS de Sarcelles, qui accentue la péréquation entre les communes riches et pauvres, c'est-à-dire la redistribution des richesses. C'est le fameux FPIC, ce qu'on appelle le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Le gouvernement, contrairement à ce que j'ai pu entendre et que j'entends, certaines déclarations, n'est pas un gouvernement libéral, mais il œuvre pour l'avantage de justice. Et cela commence, monsieur le maire, d'abord par le rééquilibrage des comptes publics. Comme les années précédentes, et là-dessus je vous rejoins, notre commune subit des contraintes financières importantes, et cette baisse de la DGF s'inscrit comme une participation des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques du pays. Cette situation a été abîmée quand même par 10 ans de droite, il ne faut pas non plus l'oublier, et qui n'ont fait que creuser le déficit de ce dernier. Nous devons trouver ensemble, je dis bien ensemble, des solutions pour compenser la baisse de cette dotation sans pour autant augmenter, et là-dessus je vous rejoins, la part communale sur les impôts locaux et fonciers qui ne ferait qu'alourdir la pression fiscale déjà conséquente de nos concitoyens. Et l'abattement fiscal voté en septembre 2014 et la volonté de la municipalité de ne pas augmenter ces taxes contribuent à éviter cela. Je suis conscient, on demande beaucoup d'efforts. J'aurais moi préféré évidemment qu'on puisse lisser cette baisse de dotation sur au moins 5-6 ans pour éviter ce brutal changement, notamment pendant cette période de disette. Mais dans ces temps compliqués, nul ne peut se prévaloir des efforts à réaliser. Gestion rigoureuse et maîtrise des dépenses de fonctionnement doivent être à l'ordre du jour car elles sont demandées par nos concitoyens. Car il n'est pas acceptable de laisser une telle dette à nos enfants. Je vous remercie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voudrais savoir si la participation de tous et de toutes à la réduction de cette dette, déjà je trouve qu'elle n'est pas proportionnellement répartie, bien répartie, puisque c'est principalement les collectivités locales qui vont participer à le remboursement de cette dette. Est-ce que vous trouvez logique que les veuves, avec la suppression de la demi-part, y participent fortement? Et sur notre commune, ça va faire mal sur les impôts. Là, les prochains impôts de taxes foncières. Est-ce que c'est logique? Quand on voit ce que le gouvernement non libéral a fait voter avec le 49.3 il y a peu sur la loi Macron et avec tous les avantages qu'auront les entreprises, la suppression des prud'hommes
et tout ce qui s'ensuit, vous trouvez que c'est tout à fait logique ça? C'est une juste répartition de l'effort national à la réduction de la dette? On y va. Je touche plus. C'est bon. Donc vous parlez de la loi Macron, on avait déjà discuté. Il y a dans cette réforme des choses où je ne suis pas d'accord. Notamment le travail du dimanche, on avait parlé aussi également. Je ne suis pas en accord du tout avec cet accord-là, parce que je ne vois pas comment on va relancer la croissance en demandant aux gens de travailler dimanche. Pour moi, ça c'est une aberration. Il y a dans la loi Macron également aussi des histoires sur le droit du travail où derrière ça demande plus de réflexion que ce qui a été voté. Il y a des choses à l'intérieur qui, moi, me semble logique. Concernant la demi-part au niveau des veuves, c'est ça, vous m'avez dit, et je vous remercie également d'avoir employé le gouvernement non libéral. C'est bien. Je pense que c'était plus ironique qu'autre chose. Bah oui, parce que quand j'évoque la loi de Macron, en fait, c'est la répartition, la participation à l'effort de dette. Oui. Mais quand je parlais d'un côté, on a l'impression quand même que on fait la part belle dans la répartition de la dette au grand capital et aux banques, et de l'autre côté, on va jusqu'à taxer fortement les veuves. Alors, il y a forcément des choses, et là-dessus je vous rejoins, il y a forcément des choses à revoir, on est d'accord. Mais on va pas continuer à vivre à crédit, au bout d'un moment, il va falloir commencer à se poser des questions. Alors, on a récupéré quand même une situation, je dis parce que bon, on parle du gouvernement, une situation quand même qu'on a oublié c'est là où je suis un peu surpris. J'aurais bien voulu qu'on fasse un audit de ce qu'on a retrouvé quand on est arrivé au gouvernement. Il y a quand même plus de 10 ans de droite quand même derrière. Donc on récupère une certaine situation qui est quand même assez catastrophique, et derrière on doit quand même compenser les choses. Et quand je parlais, moi, un effort de tous, cet effort de tous, je parlais également qu'on travaille ensemble au niveau de la municipalité. Juste pour clore, je répète, les collectivités locales n'ont pas de déficit. Elles ont certes de l'endettement. Ça correspond aux investissements qui bénéficient pour la plupart aux entreprises du BTP. Elles n'ont pas de déficit. Elles ont de l'endettement. Attendez, parce que ça s'organise un débat. Ça va. Oui, bon, puisqu'on est sur ce sujet-là, mais je vais être rapide quand même là-dessus. La loi Macron, à mon avis, est d'orientation particulièrement libérale. Et ça ne me convient absolument pas. Faire peser sur les collectivités et sur les particuliers des efforts qu'on ne demande pas au grand capital, à ceux qui vont planquer leur argent dans je ne sais quel paradis fiscal, c'est évidemment quelque chose qui me révolte. Et j'ajoute qu'en ce qui concerne la dette, à force de faire peur à tout le monde avec une dette, sans parler des actifs que possède l'État français et les collectivités françaises, c'est tromper tout le monde. Quand un banquier fait l'état de ce qu'a un particulier ou une famille qui s'adresse à lui, il fait l'état de tout. Donc du patrimoine, donc également de l'actif. Et ça n'est pas fait. Et c'est fait, tout cela procède d'une seule orientation. C'est une orientation qui vise à nourrir toujours plus les actionnaires, les gros actionnaires, au détriment de ceux qui triment régulièrement et qui, eux, construisent la véritable richesse. Et j'ajoute, pour en terminer, que tant qu'on n'aura pas fait un état des lieux clair, puisqu'un état des lieux est demandé, un état des lieux très clair de ce qu'on appelle improprement une crise, et qui est bien au-delà d'une crise, qui est un effondrement sociétal et économique au niveau mondial, tant qu'on n'aura pas fait cela, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Je termine mon intervention là-dessus. Dire, c'est que bon, j'ai écouté, j'ai entendu tout le monde là, mais je crois qu'on n'est pas, on dérive un petit peu là, on n'est plus à l'ordre du jour là. Je souhaiterais quand même, pour un conseil municipal, qu'on étudie un petit peu la commune et l'ordre du jour. Voilà ma réponse. C'est pas faux, et en même temps, on sait bien qu'il y a de l'impact, qu'il y a de l'interaction. Est-ce qu'il y a, puisqu'on en est là, et avant même que Anne-Hélène ait présenté les chiffres, elle le fera après, ça ne me dérange pas, puisque tout le monde a reçu les documents. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions, parce que je ne souhaite pas que nous passions la soirée sur ce premier point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le DOB? Avant que je demande à Anne-Hélène de nous donner quelques éléments, et avant évidemment que je n'intervienne moi-même pour clore le débat. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Je vais donc laisser à Anne-Hélène le soin de présenter rapidement, et ensuite je dirai quelques mots pour clore le débat. Bien, donc dans l'annexe DOB, je vais passer sur les données macroéconomiques qui reprennent la situation de la France, de la zone euro, etc. Je vous demande donc de regarder les éléments financiers. Donc là, on fait un focus sur les finances communales. Alors je précise tout d'abord que les comptes de l'année 2014 n'ont pas été pointés avec ceux de la perception. Parce qu'à la perception, ils sont pas prêts. Donc tout ce qui relève du compte administratif 2014 est sujet à modification à la marge normalement, mais voilà, c'est pas forcément à l'euro près ce que vous allez voter le jour du vote du compte administratif, c'est-à-dire du bilan 2014. Donc le calcul du résultat. Le résultat global de clôture est un excédent de 319 448,73 €. Page suivante. L'évolution des résultats de fonctionnement. Donc la courbe parle d'elle-même. Un résultat en 2013 qui forme un pic, et puis le résultat 2014 qui redescend. Le pic est lié au fonds départemental de taxes professionnelles qui n'avait pas été versé en 2012, mais en 2013. Ensuite, l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement. Donc là, le maire parlait tout à l'heure d'effet ciseau. Les branches de ce ciseau s'écartaient en 2013, elles se rejoignent dangereusement en 2014. Donc les dépenses qui augmentent, les recettes qui diminuent, avec les pourcentages où l'on voit que les dépenses de fonctionnement en 2014 sont quasi identique à celle de l'année 2013, puisque la hausse est de 0,09%, malgré l'inflation, etc. Et les recettes entament une baisse de 5,81%. La page suivante, l'évolution de certaines charges. Alors tout ce détail-là, vous l'aurez au moment du vote du compte administratif, je le répète. C'est simplement faire des focus comme ça sur des éléments parlants. Donc la courbe représente l'évolution des dépenses de gaz, c'est la courbe la plus haute qui a le pic. D'électricité, c'est celle d'en dessous, et les deux d'en dessous représentent l'eau et le téléphone. Donc le gaz, bon, on voit qu'il y a une maîtrise généralement. Il y a une pointe en 2013 pour le gaz, c'est lié à un hiver froid. Les factures d'eau et de téléphone ont une tendance à baisser. Les factures d'électricité ont une tendance à augmenter. Mais la maîtrise est toujours là. Ensuite, l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. La courbe descend dangereusement. Vous avez les variations en pourcentage. Si la baisse était de 128 000 €, ce qui est fortement probable, ça porterait la perte de 12,17% depuis 2010. Donc en 5 ans, on aurait perdu 12,17% de DGF. C'est la recette, les deux recettes principales de la ville sont la DGF et le produit des impôts. Ça va être compliqué à tenir. Autofinancement prévisionnel, enfin la comparaison entre l'autofinancement que l'on prévoit au moment du vote du budget et celui que l'on constate à la fin de l'année. C'est pour vous donner cette information. En général, on prévoit il est presque toujours meilleur que ce que l'on prévoit, donc c'est plutôt bien. Mais on voit qu'il diminue. En 2014, c'est la moitié de ce qu'on avait pu faire en 2013. Page suivante, c'est la consolidation des comptes. Donc les comptes de la ville, du budget principal et des budgets annexes. Les budgets annexes sont la maison médicale, l'Ermitage, le pôle santé et le cinéma.
Je ne parle pas des budgets du CCAS, hein, qui sont ceux les budgets annexes du CCAS. Donc le résultat global, incluant tous les reports, s'élève à 424 483,87. C'est un excédent qui sert à autofinancer. Hein. C'est bien de l'autofinancement. Ensuite, des éléments sur la dette. Le premier tableau indique que la performance globale de la dette est passée à un score de très bon. Il était bon l'année dernière, il est passé à très bon cette année. Fonction du capital restant dû, de la durée moyenne des emprunts et donc du coût moyen de la dette qui est de 3,676%. Ensuite, vous avez l'état évolutif de la dette qui est représenté par une courbe. Bon, c'est évident, hein, la courbe descend hein, comme un toboggan. C'est logique. Ensuite, nous avons une synthèse de tous les emprunts par budget, donc du budget principal. Vous avez toutes les informations sur les emprunts du budget principal, suivi de l'emprunt pour le pôle santé, pour l'Ermitage et la maison médicale. Nous arrivons à une représentation graphique, c'est-à-dire ce tableau-là, qui représente le taux moyen et la durée moyenne selon le type de capital restant dû, où l'on voit que le taux fixe est largement représenté par rapport au taux révisable et optionnel. Ensuite, toujours dans la répartition de l'endettement, nous avons la part du capital restant dû en fonction de la nature des taux. Bon, c'est une autre façon de représenter le tableau précédent. Et enfin, la dernière page, c'est la classification Wissler, donc qui vise à donner un code à chaque emprunt en fonction du risque lié. Donc voilà, vous avez le détail, c'est un peu difficile c'est assez mal photocopié, je suis désolée. Et derrière, vous avez donc la représentation de cette classification en fonction du risque. Donc le risque A, c'est-à-dire le risque le plus petit, le moindre risque, étant largement supérieur au petit risque B. Voilà. Merci Anne-Hélène de la présentation, mais surtout du travail évidemment que ça suppose, qui donne à voir des éléments assez précis sur notre gestion. Je voudrais, pour clore donc ce débat, avoir quelques réflexions. D'abord, qui concerne ce qui vient d'être dit. Une maîtrise parfaite. On est à 0,09% d'évolution des dépenses. Maîtrise parfaite des dépenses. Ce qui en soi est qui n'est déjà pas une mince satisfaction, puisque nous savons aussi que nous avons affaire à des dépenses qui évoluent naturellement et qui sont relativement conséquentes. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne suffira pas. Il faudra que nous envisagions d'aller plus loin. Je vais y revenir dans un instant. Nous avons, ça a été dit à l'instant, une situation qui est établie comme saine. Tous les paramètres d'équivalence avec des villes de même strate le confirment amplement, même la gestion de la dette, puisque, vous l'avez entendu, elle est considérée non pas comme bonne, mais comme très bonne. Il y a là un affichage d'éléments qui, en soi, peuvent légitimement alimenter une vraie satisfaction, et je veux ici vous en faire part, puisque ce n'est pas simplement la satisfaction du maire, mais évidemment du conseil municipal, en particulier du conseil municipal qui a précédé celui-là, ce qui est normal, puisque nous sommes sur une gestion dont l'effet se fait ressentir sur plusieurs années. Et donc je rends hommage à l'équipe précédente, mais aussi à celle-ci, puisqu'il a fallu aussi commencer à prendre des décisions qui s'inscrivaient dans la logique et la poursuite de l'effort qui avait été engagé.
plus globalement, je ne suis pas là, moi, pour défendre tel ou tel esprit partitaire. Ma seule volonté, mon seul objectif, c'est l'intérêt de notre ville. Lorsqu'au niveau départemental ou régional ou national, il y a eu des décisions positives, et il y en a eu ces dernières années, je m'en suis réjoui. Je les ai soulignés et confortés. Lorsque nous ne sommes pas dans ce processus positif, quel que soit celui qui prend les décisions, je ne suis pas là pour essayer de trouver les arguments qui pourraient atténuer la critique que nous avons formulée. Il y a agression à l'égard des collectivités territoriales. Une agression telle qu'en réalité, c'est les capacités de gestion de ces mêmes collectivités qui se trouvent aujourd'hui posées, partout. Je l'ai déjà dit et je le répète, au niveau du Conseil général, si on continue à ce rythme alors que l'État a une dette de 485 millions d'euros, près de 500 millions d'euros de dette sur le seul département de Meurthe-et-Moselle, 95 millions sur l'exercice 2015, 12 millions de ponctions. Enfin, où allons-nous à ce rythme-là, alors que certains conseils généraux sont d'ores et déjà en difficulté financière avérée, ce qui n'est pas le cas du département de Meurthe-et-Moselle, heureusement. Et lorsque je dis ça, je ne m'éloigne pas du sujet. Je prends cet exemple pour ne pas justement expliquer que j'explique que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais pour ne pas ramener cela à la seule ville de Geuf. Y a-t-il ponction que j'ai qualifiée de vol, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure? Oui. Est-ce que c'est massif? Oui. Est-ce que c'est justifié? Non. Est-ce que nous avons à voir, nous, avec une quelconque responsabilité dans ce qui se conduit au niveau national? Est-ce que nous avons ici décidé de faire 41 milliards de cadeaux au grand patronat, qui s'est engorgé 56 milliards de dividendes en direction sur les entreprises du seul CAC 40? D'un côté, 56 milliards de dividendes à restituer et à répartir, de l'autre, 41 milliards de cadeaux supplémentaires. Et on vient subtiliser 27 milliards aux collectivités locales, ce qui rend évidemment la tâche extrêmement rude pour les entreprises locales, pour les entreprises du BTP, qui souffrent actuellement et qui évidemment ne peuvent pas, à l'inverse de ce qu'elles aimeraient faire, créer de l'emploi. Il semble que ça puisse être déclaré grande cause nationale, mais je ne vois pas comment ça puisse être déclaré grande cause nationale lorsque on a conduit une politique qui a amené 600 000 chômeurs de plus. C'est à cela que nous sommes confrontés, et ça impacte directement le budget communal, parce que lorsqu'il y a plus de chômage, lorsqu'il y a plus de bénéficiaires du RSA, évidemment le service social est largement sollicité, et que ça impacte évidemment le commerce local. Pour la première fois depuis 30 ans, il y a régression du pouvoir d'achat. Et il faudrait que l'on accepte tout simplement pour participer au redressement, etc., etc. Foutaise. J'utilise ce terme à dessein. Est-il assez fort pour exprimer la situation dramatique dans laquelle l'État nous place? Non, il n'est pas assez fort. Mais l'exemple qui a été pris pour tout à l'heure me convient bien. Et je veux terminer sur deux petits aspects rapides. Nous l'avons dit tout à l'heure, les villes n'ont pas de dette au plan de ce que l'État essaie d'expliquer. En plus, ce fameux critère imposé par la Commission européenne qui a été défini et décidé dans des circonstances tout à fait étonnantes,
À un moment, dans un couloir, il a été décidé par les plus hauts personnages d'établir la barre à 3%. Ça aurait pu être 4 ce matin-là. Il manquait peut-être des croissants. Je ne sais pas. Ça aurait pu être 4 ou 5. En réalité, on sait aussi que la dette, elle vient alimenter le creux. Et la fin aussi des financiers européens. Je le redis ici, la Banque centrale européenne pratique des taux de l'ordre de 0,1%. La Banque centrale européenne prête-t-elle aux États? Non. La Banque centrale européenne prête aux banques privées, qui elles-mêmes prêtent aux États, mais sur des taux qui n'ont rien à voir avec ce que je viens d'évoquer. Et c'est là que commence à se créer la dette. Le peuple grec, je ne cesse de l'expliquer aussi, le peuple grec, en s'émancipant, en tout cas en exigeant de sortir de cette impasse, a dit fortement ce qui ne convenait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que il ne peut pas faire autre chose que de courir toujours après le paiement des intérêts. Nous sommes dans la même situation. Je ne m'éloigne pas du sujet. Je ne m'éloigne pas. Je dis que la communauté européenne, que l'État français qui est à genoux devant la communauté européenne et qui nous impose ces dictats-là, alors qu'il y a des possibilités de faire autrement, et simplement de manière extrêmement servile à la disposition des grands groupes bancaires privés au niveau européen. Et il en va de même de la haute finance. Alors c'est vrai, et il y a eu grande publicité faite autour des 423 millions d'euros qui visent à permettre ou à aider les collectivités locales à investir. 423 millions d'euros. Suis-je en train de me tromper, de rêver ou de cauchemarder? Nous sommes en train de parler de 27 milliards de ponctions sur les collectivités locales. Et on nous sert en contrepartie 423 millions d'aides. C'est une plaisanterie qui ressemble à une vraie provocation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je termine par ce que Lionel disait tout à l'heure. Je trouve détestable qu'à nouveau, ce soit les plus faibles qui payent. Lorsque le gouvernement Sarkozy décide la suppression d'une part dans d'une demi-part, oui, dans l'évaluation et dans la présentation de l'impôt sur le revenu, que ça conduit ces personnes-là, et je parle souvent de veuves, à devoir supporter l'impôt local, et que le gouvernement, toute sensibilité constituée, même d'anciens frondeurs ou d'anciens sympathisants avec ce qu'on a appelé les frondeurs. C'est un ministre pas éloigné d'ici qui a des responsabilités dans ce domaine. Il aurait pu revenir sur cette décision. Non, il faut que les plus pauvres payent. C'est cela la règle. Il en a été de même des bénéficiaires du RSA qui ont vu être décidés à la loi de finances 2015, mais qui a travaillé sur la loi de finances. Vous trouverez sans doute à mettre un nom sur la préparation de la loi de finances 2015. Lorsqu'on supprime l'APRE, l'aide personnalisée de retour à l'emploi, on fait en sorte que les plus pauvres, à nouveau, soient sujets évidemment de toute la sollicitude de nos gouvernants. Ils auraient trouvé avantage à ne pas bénéficier de cette sollicitude extrêmement malveillante. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de cet échange. Je vous propose de continuer dans l'ordre du jour. Et donc, la parole à l'adjoint aux finances. Merci. Donc, 1.2. Indemnité du Conseil 2014 du Trésor municipal. Donc, indemnité pour le trésorier municipal. 1196,56 € brut. Pris en compte sur le budget 2015. Je lis, je passe tous les points, on les vote ensuite ou... On peut à chaque fois... Est-ce qu'il y a des questions, abstention, opposition? Il n'y en a pas. Adopter l'unanimité.
1.3, prise en charge de dépenses. Une erreur s'était glissée dans la prise en charge de dépenses de l'association COJ Pétanque pour le remboursement des boissons et sandwichs servis dans le cadre de la manifestation Culture Sport. Nous avions délibéré pour un remboursement de dépenses de 138 €. La demande était de 2304 €, qui est plus en adéquation avec les dépenses des années précédentes. Et puis, il s'agit aussi d'un remboursement pour la deuxième adjointe pour des frais de repas à l'occasion de la venue de Madame Lecomte dans le cadre des réformes des rythmes scolaires. Pas de remarques? Puisque vous parlez d'incompétence manifeste, comment on peut faire une erreur entre 138 et 2304? Je ne sais pas, normalement, dans une société correctement gérée, je pense que ça mérite au moins pour Madame Mauvet un licenciement, hein, parce que je dois dire que je comprends bien, là, ça veut dire que tout ce que vous dites, quand c'est 1, c'est 23 fois plus. Je ne veux pas vous faire de peine, mais ça, c'est de l'incompétence manifeste. C'est vraiment de l'incompétence manifeste. Alors, mais là, vous parlez vraiment en orfèvre, incontestablement. Alors, j'enregistre la proposition que vous faites de licencier la personne qui a fait un copier-coller malheureux. Donc, je n'obtempérerai pas et je décide de ne pas licencier cette personne. Le conseil municipal m'en voudra sans doute, mais il n'y aura pas de licenciement pour cette raison. Bien, y a-t-il des oppositions? Une opposition. Donc, une opposition, le vote est engagé. Une opposition, 2 abstentions. C'est adopté, donc j'imagine qu'il y a eu aussi, de votre part, confirmation de la proposition de licenciement. Bien, on continue sur l'ouverture de crédit d'investissement. Donc il s'agit de nous permettre de voter, enfin de payer une entreprise qui a effectué des travaux d'ouvrage sur la rue du commerce. Donc elle vient de finir ses travaux, elle nous a envoyé la facture. Comme le budget primitif n'a pas encore été voté, il nous faut autoriser à dépenser cette somme qui est bien en dessous c'est 25%, il me semble, du budget inscrit en dépenses d'investissement. Et ensuite, Ornaval, qui a la compétence pour ces travaux, remboursera cette dite somme. Donc une opération blanche pour la ville, bien entendu. Y a-t-il des remarques? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous continuons. Assujettissement à la TVA pour l'opération de création de logements dans le centre multi-activités de Franchepré. Il s'agit donc de délibérer pour bénéficier de cet assujettissement à la TVA. Pas de souci. Unanimité. Confirmé en séance. Merci. On continue. Attribution de subventions exceptionnelles, 555,31 € pour l'association Mosaïque dans le cadre de la création du parcours de santé, c'est pour solde de l'opération, et 500 € pour la coopérative scolaire de l'école primaire de Ravenne pour la mise en place d'un atelier pratique sur le préau de cette école. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On continue. Le personnel. Madame Beauvais. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents. Donc, le comité technique s'est réuni tout à l'heure. Il a émis un avis favorable, donc, pour supprimer un poste d'ATSEM à 29 heures qui a été remplacé par un poste d'ATSEM à 32h30. On continue, pas de souci. Aide sociale en faveur des agents communaux. Ça faisait également l'objet d'un avis du comité technique, avis favorable pour l'attribution d'aide sociale en faveur des agents communaux pour l'année 2015. Je constate l'unanimité. C'est le cas. Convention d'adhésion auprès du centre de gestion pour la prévention et la santé au travail. Donc cette convention permet aux agents de bénéficier notamment de visites médicales, mais également de professionnels médicaux tels que ergonomes, psychologues, préventeurs, etc. J'imagine, oui. Allons-y. Je voulais savoir si cette convention était prise en plus des visites médicales du travail qui existent déjà. Je peux répondre. Nous ne dépendons pas de la médecine du travail standard des entreprises privées. Ça inclut la médecine du travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, parce que en relisant toutes ces conventions, j'ai l'impression que
on va essayer un peu de fliquer les maladies du personnel. Ça m'a donné cet effet. Au début, ça se présente assez bien parce qu'on parle quand même de vêtements de protection, on parle de risques, on parle aussi d'explications, de formation aux risques qui pourraient être mis en place. On parle comment dire, de visite médicale d'embauche. Donc, ce qui paraît très bien. Et puis ensuite, on voit par la suite, excusez-moi. On voit des visites d'inspection. On voit des conduites addictives. Je finis, s'il vous plaît. Donc, j'ai l'impression qu'on retombe dans le système médical qui est mis en place dans les entreprises. C'est-à-dire, il y a la visite médicale du travail, mais en plus de ça, il y a un médecin qui peut venir à n'importe quel moment visiter le malade. Ça me paraît un peu déplacé du fait que c'est comme si on mettait en doute la parole du médecin. C'est comme si, et je doute que les médecins qui sont ici mettent des arrêts maladie un peu à la va-vite. C'est l'effet que ça m'a donné. Donc peut-être je me trompe, mais c'est vraiment l'effet que j'ai eu en lisant toute cette convention. Donc deux choses. Dans la partie 1, volet médical, il est bien question de services de médecine préventive, de visites minimum tous les 2 ans. Ça, c'est notre médecine du travail à nous, donc qui est régulière, qui a lieu tous les 2 ans. La deuxième partie de votre question, il s'agit du contrôle des agents en maladie. Ça n'entre pas dans le cadre de cette convention. Si le maire, en tout cas, on ne fait pas appel à ça. Si le maire décide de contrôler quelqu'un, c'est par le biais de l'assurance du personnel communal qu'il demande le contrôle par un médecin assermenté. Pourtant, cette convention donnera pouvoir. Oui, mais ça n'est pas. Si c'est le cas, ça n'est pas le choix qui est fait. C'est pas par ce biais-là, en tout cas. S'il y avait contrôle d'un médecin, ce serait par le biais de l'assureur et ce serait un médecin assermenté. D'accord, merci. Je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Création de postes de vacataires pour la mise sous pli dans le cadre des élections départementales. Donc la ville de Joffre a été comment dirais-je, nommée bureau centralisateur, ce qui correspond aux anciens chefs-lieux de canton. Donc doit mettre sous pli tout le matériel électoral, c'est-à-dire les professions de foi, pour chaque électeur. Donc 26 000 électeurs sur le canton. 39 communes, 26 000 électeurs. Donc la ville doit recruter des personnes juste pour faire ce travail-là. Et il faut prévoir des postes mais qui ne sont destinés qu'à cette tâche-là, cette mission-là. Pas de remarque, j'imagine. Unanimité, on continue. Marché, demande de subvention. Monsieur Vigo. Le point 3.1, signature d'un avenant avec la société Stradest dans le cadre du marché de réhabilitation des rues du commerce. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la nécessité de signer un avenant, numéro 1 au lot 1 voirie, avec le titulaire du marché suite à des suggestions techniques imprévues. En effet, une ancienne fuite d'eau a dégradé la structure existante sous le trottoir et le parking de la pharmacie, obligeant la société à réaliser une purge des matériaux non conformes initialement non prévus dans le marché. Donc, il vous est demandé l'autorisation de signer l'avenant correspondant d'un montant de 2 321 € hors taxe, portant le nouveau montant du marché à 149 880 € hors taxe, soit une augmentation de 1,53 du montant initial. Pas de remarques. Unanimité aussi. On continue sur la liste des marchés publics que vous avez évidemment rattaché à la convocation du conseil municipal. C'est une information qui vous est faite et qui n'appelle pas évidemment à se prononcer. Vous avez reçu les documents idoines. Réhabilitation de la salle Querelle, nous sommes sur la première tranche. C'est une demande de subvention. Donc, il s'agit d'autoriser le maire à procéder à une demande de subvention pour la réhabilitation de la salle, 91 000 €. Le point suivant, c'est... Pas d'opposition sur la demande de subvention, j'imagine. On continue. Le point suivant, il s'agit de demande de subvention pour la vidéosurveillance dans le cadre du FIPD.
Bon, on est toujours évidemment dans la recherche de financement, hein, qui ne peuvent être que salvateurs. Ok. Lucien Vigo à nouveau. Oui, le point 4.1, déclassement d'une partie du domaine public communal à l'angle de la rue du Commerce et de la rue du Square Montlogis, en vue de sa cession à monsieur, je donne pas le nom, hein. On donne pas son nom. Non. Donc, oui, dans le compte rendu, vous avez le nom, on va pas le citer là, du propriétaire du 14 rue du Commerce. Alors, ce monsieur est venu demander qu'on lui cède une partie de terrain situé proche de chez lui et d'une superficie de 91 mètres carrés. Aujourd'hui, il est occupé par un petit espace vert et une partie bitumée le long du trottoir. Alors, conformément à l'article L141.3 du Code de la voirie routière, on doit d'abord déclasser cette parcelle, cette mini-parcelle, avant de la céder. Alors, ce qui vous est demandé, c'est plusieurs choses. Un, délibérer pour déclasser la parcelle. Deux, autoriser sa cession, après, une fois qu'elle est déclassée, autoriser la cession pour un prix fixé par les domaines à 1 500 €, hors taxe, de laisser à la charge de l'acquéreur les frais de géomètre et de publication, et d'autoriser donc le maire ou son représentant à engager les démarches nécessaires et à signer tout document relatif au déclassement et à la cession du terrain. Vous avez les plans, on voit très bien la partie qui est demandée et qui est prête à être cédée. Bien. Pas de remarques, oui. Allons-y. Voilà, j'aimerais juste savoir si, parce que j'ai pu lire qu'il y avait des travaux qui seraient enclenchés par la suite. Est-ce que cette personne a reçu un accord favorable pour les travaux, préalablement à la vente? Parce que si elle achète ce terrain et qu'il lui sert à rien, c'est tout à fait. Enfin bon. Tu veux répondre? Ouais. Il est venu, le futur propriétaire, si on le décidait, est venu en mairie se renseigner pour voir ce qu'il est possible de faire, parce que vous savez bien que les contraintes sur le sol à Geoff sont là, et donc on lui a donné toutes les réponses qu'il pouvait attendre, mais aujourd'hui, on doit dire qu'il n'a encore pas déposé son permis de construire. Donc, tant qu'il n'est pas propriétaire, il ne peut pas faire, quoi. Donc c'est. Mais il a les renseignements. Il a les renseignements demandés. Voilà. Bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. On continue. Très bien. Le point 4.2, signature d'un avenant, le numéro 1, à la convention de travaux Geoff Pôle Santé. Ça concerne une étude de maîtrise d'œuvre. Si tu veux, simplement oui. Sur l'EPF, les travaux, je l'ai dit tout à l'heure, sont largement engagés sur l'ancien meuble Action. Sont des travaux de réhabilitation qui, évidemment, sont toujours exposés à une maîtrise délicate, évidemment, des enveloppes. L'EPF a accepté, et je m'en réjouis, a accepté d'augmenter de 100 000 € le montant initial de l'enveloppe constituant son engagement de 700 ou 800 000 €, non, de 800 à 900 000, pardon, 800 à 900 000, avec la répartition traditionnelle 75-25. Sachez que pour l'instant, que ce soit l'ouverture des plis ou les quelques avatars auxquels on est toujours exposé, nous ont conduit à un dépassement de 30 000 € de ce qui avait été initialement prévu. Je parle de l'EPF, je parle uniquement de la partie EPF. Et donc, l'EPF nous fait cette proposition pour ne pas être bloqué, évidemment. Ce serait tout à fait fâcheux que pour quelques dizaines de milliers d'euros, voire même pour 1 000 €, le chantier serait bloqué. Donc la proposition, c'est d'accepter, d'autant que l'EPF accompagne jusqu'à 900 000. Ensuite, évidemment, s'il y avait un dépassement complémentaire, ce serait à la charge de la ville. C'est ce qui est présenté par l'EPF ici. C'est ce qui a été soumis à son bureau la semaine dernière et adopté à l'unanimité par le bureau de l'EPF. Y a-t-il des remarques? Oui. Sur cette opération,
les 31 000 euros de plus, etc., c'est pas une surprise, puisque à l'ouverture des plis, bon, tout était clair, etc. Je salue la négociation qui a été faite avec le PFL pour obtenir que le PFL, en cas de dépassement, etc., prenne en charge au-delà de ce qui avait été prévu au départ. Ça, c'est très bien. Cependant, pour les bonnes règles de fonctionnement, il m'apparaît pas conforme de commencer des travaux avant d'avoir bordé le budget. Donc, pour cette raison-là, je voterai contre cette proposition-là, parce que on ne commence pas des travaux avant d'avoir bordé le budget. Et qu'on ne me parle pas de surprise, parce que là, les 31 000, c'est tout sauf une surprise. On les connaissait avant d'entamer les travaux et on savait qu'on était hors budget avant de prendre la décision de commencer les travaux. Alors donc, voilà la raison pour laquelle je m'opposerai à cette décision. Chacun, évidemment, est tout à fait libre de prendre cette option. Vous êtes sûr que vous voulez vous opposer, M. Savard? Non, parce que je pose cette question-là, ça voudrait dire que le chantier s'arrête. Parce que, évidemment, si les travaux sont engagés sur une base, si on bloque cette convention, les travaux s'arrêtent. Parce que pour l'instant, la convention qui nous lie à l'EPF porte sur un montant de 800 000 euros. Et que l'EPF n'a pas la faculté, n'a pas le droit de dépasser, ne serait-ce que d'1 euro, ce montant. Si on devait aller vers cela, le travaux s'arrête. D'autre part, il nous est arrivé souvent d'engager des travaux de réhabilitation. Je me souviens d'un chantier remarquable, je pense aux anciens grands bureaux, qui avaient été conduits de belle manière et qui avaient été tenus strictement dans les enveloppes. Je me souviens aussi d'autres chantiers qui n'ont eu de cesse de nous réserver quelques surprises. Alors, bon, moi, je vous propose bien entendu de répondre favorablement à la demande de l'EPF et de faire que cette belle opération puisse se poursuivre et aller jusqu'à son terme. Donc je mets aux voix qui s'abstient, qui s'oppose. 4 oppositions, c'est adopté. Je vous remercie. Coopération intercommunale, adhésion de Don Vitou à la fourrière du Jolibois. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Madame Berg, sur la convention avec la MJC pour les activités périéducatives. Oui, alors nous avons signé signature de l'avenant numéro 1 à la convention avec la MJC pour la gestion des activités périéducatives, c'est-à-dire les activités du jeudi à l'école du Génibois. Monsieur le maire rappellera que dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Jeux a signé une convention avec la MJC et le CCAS pour la gestion des activités périéducatives mises en place pour les élèves de l'école élémentaire de Genevois. Suite à des observations émanant de la MJC et du CCAS, il sera proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à cette convention. Il convient de compléter l'article 6, dispositions financières de la Convention, afin d'intégrer les frais administratifs et comptables engendrés par les activités périéducatives. Oui, parce qu'on n'avait pas estimé donc ces frais-là, qui apportent beaucoup de travail supplémentaire au service administratif de la MJC. Alors, ainsi que l'heure de garde périscolaire supplémentaire non prise en charge par la CAF. Par ailleurs, le CA du CCAS a proposé de permettre le recours à toute personne bénévole, qu'elle soit ou non adhérente à une association, article 2, encadrement pédagogique. C'est pourquoi le maire demandera à l'Assemblée de l'autoriser à signer l'avenant numéro 1 à la convention avec la MJC. Une information. Bon. Oui, là, je ne participe ni au débat ni au vote. En revanche, pour le pouvoir qui m'est confié, comme j'ai une instruction là, je porterai la voix de cette autre personne. Voilà. Simplement, bon, je voudrais donner une information.
et revenir sur l'aspect, parce que je trouve que c'est important, l'ouverture de la faculté d'accompagnement des ateliers par des bénévoles non membres d'associations. Je le dis parce que c'est intéressant, tout simplement, que nous ouvrions le plus largement possible à ces pratiques-là, que nous impliquions les citoyens jouviciens qui sont intéressés à une démarche passionnante qui, je le rappelle d'ailleurs, est à mettre à l'actif de l'unanimité de notre conseil municipal. Et je trouve que c'est bien. C'est une opération, je dois dire, qui suscite de plus en plus d'intérêt. Hein. Quelle que soit la taille de la ville ou du village, j'entends des retours d'élus ou de parents d'élèves qui s'inquiètent de la fatigue chronique constatée auprès des enfants qui sont sur le rythme basique. Donc je me réjouis à nouveau évidemment de ce dispositif-là et de son ouverture. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, c'est le message que nous lançons. Qui souhaite consacrer du temps à cette action passionnante le peut. Deuxièmement, j'ai rencontré il y a quelques jours Monsieur Strugarek, qui est le nouvel inspecteur d'académie, le directeur départemental des services de l'éducation nationale. Nous avons évoqué rapidement cette question. Je lui ai adressé un dossier complet proposant la généralisation du dispositif. Nous aurons évidemment à débattre avec lui, nous aurons à le présenter dans les conseils d'école, mais je suis convaincu manifestement avec vous, puisque j'ai rappelé l'unanimité tout à l'heure, qu'il y a là des éléments vraiment extrêmement passionnants, extrêmement positifs, de mobilisation des énergies, des bonnes volontés, des intelligences autour de l'enfant. Et je suis convaincu que se forment là les fondations d'une dynamique originale qui pourrait contribuer évidemment au caractère de notre ville. Donc la discussion entre la ville et l'inspection académique a donc démarré. Je veillerai évidemment à son évolution en disant qu'il appartient toujours, c'est l'inspecteur d'académie qui décide, évidemment, en bout de course, des conditions qui nous permettent ou pas d'aller vers une généralisation. Je souhaite ardemment qu'il veille à, et il a convenu avec moi que le cas jovicien est un cas d'espèce. Nous sommes la seule ville de Meurthe-et-Moselle à être sur cette ambition. C'est tout simplement beau. Je m'en réjouis vraiment profondément, parce que ça correspond bien, je trouve, à l'axe prioritaire dont nous nous sommes dotés. Voilà. Y a-t-il des abstentions? On note la non-participation au vote, qui a été évoquée tout à l'heure. Des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Vous avez en information, évidemment, toutes les décisions que j'ai eu à prendre, les DIA qui ont été adoptés depuis... traités plutôt, qui ont été traités depuis le dernier conseil municipal. Je vous remercie de votre participation, déclare close cette séance du conseil municipal et vous souhaite bonne soirée. Merci.